Téléspectatrices, téléspectateurs, internautes, auditrices, auditeurs, bienvenue dans ce 18e numéro de votre émission littéraire Préface. L'univers magico-religieux est très présent dans la Caraïbe. Philippe Chanson, théologien de l'Université de Genève, auteur de nombreux travaux sur les croyances, la culture et la question des identités créoles, affirme que contrairement aux grandes Antilles, où les grands marronnages ont pu se faire et donner naissance à des communautés qui ont produit des cultes dits afro-caraïbes, comme la santeria à Cuba, le candomblé au Brésil et le vaudou en Haïti, les petites Antilles, quant à elles, même si la part africaine est très présente, sont plutôt marquées par des formes de croyances et des pratiques dites magico-religieuses. Ces pratiques sont non institutionnalisées, cachées ou glissées sous le catholicisme obligé, toujours selon Philippe Chanson. La littérature antillaise et guyanaise est imprégnée de ces références aux magico-religieux. C'est le cas dans Moitituba, sorcière de Salem de Maryse Condé, où l'on voit le rituel du bain des marées. Chez Gisèle Pineau, on retrouve le surnaturel dans L'exil selon Julia, ou toujours de la même autrice. Dans le roman La Grande Drive des esprits, le magico-religieux permettrait de protéger de la tentation de la chair. Par conséquent, on observe que cet univers magico-religieux a plusieurs fonctions. Il peut servir à faire du mal, par le biais du quimbois par exemple. Il peut servir à se venger, à obtenir quelque chose, mais il peut aussi servir à soigner, notamment par ses plantes au pouvoir particulier. On peut le voir dans Pluie et vent sur Télumé Miracle, où Télumé, lorsqu'elle soigne sa grand-mère, Toussine, utilise effectivement ces plantes au pouvoir particulier. L'invitée que nous recevons aujourd'hui se fait appeler la fleur curieuse, de son vrai nom Valérie Rodney. Elle se définit comme conteuse dont la voix veut faire le pont entre les îles de la Caraïbe et le continent ancestral, l'Afrique. Autrice de 3 précédents ouvrages intitulés Paroles pour Maquerelle, volumes 1 et 2, dans le premier volume, elle invite le lecteur à découvrir les mystères occultes de nos îles, et dans le second, elle poursuit dans la narration de contes avec des histoires peu chastes pour faire rire le lecteur. Et le troisième ouvrage, dont le titre est Les mystères occultes des îles. L'ouvrage dont elle va nous parler aujourd'hui est un roman qui s'intitule Chiméan, sorti en mars 2022 aux éditions Calinas et mis en voix par les éditions Une voix, une histoire. Bonsoir Valérie. Bonsoir Laure. Alors en fait le principe de cette émission c'est une conversation au cours de laquelle je vais t'inviter à parler donc de ton œuvre, de ton roman, notamment celui-ci, Chiméan. Alors est-ce que tu pourrais te présenter davantage, parce que c'est vrai que j'ai été assez sommaire, est-ce que tu pourrais davantage te présenter pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Oui, donc comme tu as dit, je m'appelle Valérie Rodney, j'ai 30 ans, ça fait depuis août de l'année dernière que je suis retournée au pays, après 7 ans d'exil en France. Et là, je suis actuellement manipulatrice radio dans le service de radiologie interventionnelle. D'accord. Mais alors, d'où te vient ce vif intérêt, je dirais même une passion pour l'univers du magico-religieux? Ben, tout vient de ma tante qui habitait justement en Guadeloupe, à Gourbert puis à Baïf. Et qui était prof d'histoire géo et qui aimait beaucoup les contes. Donc tous les soirs, je me couchais près d'elle et elle me racontait énormément de contes et elle me faisait vivre au quotidien. Donc il suffisait qu'on entende, je sais pas, des mangos qui tombent sous le toit. Je lui dis, Tati, c'est quoi? Elle me dit, c'est peut-être Soukouni, Valérie. Regarde, sérieusement, et je la croyais. Je me dis, jusqu'à maintenant, je sais pas si elle avait raison ou pas. Mais en tout cas, elle m'a vraiment baignée dedans et c'est resté jusqu'à maintenant. Alors, parlons du titre de ce roman. Chiméan. Pourquoi l'avoir intitulé ainsi? Est-ce qu'il n'y aurait, ça c'est la question que je te pose, est-ce qu'il n'y aurait qu'un seul chemin? Le titre est en créole aussi. Est-ce que c'est une façon de bien ancrer dans l'univers antillais? Je voulais absolument un titre en créole. Pourquoi? Parce que c'est notre langue maternelle. Je voulais vraiment valoriser notre créole et mettre le titre vraiment en créole. Et pour dire, il y a plusieurs chemins. Donc à nous de le choisir. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai lu le titre Chiméan, moi, je l'ai traduit par le chemin. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est le chemin et sinon, quel chemin? Ou est-ce que ça signifie qu'il y a un chemin que chacun peut emprunter à sa guise, en fait? À sa guise.
D'accord. Oui. Alors, quand on regarde la première de couverture, qui m'a beaucoup parlé. Donc, on voit la nature, une forêt tropicale, puisqu'on voit des fougères arborescentes sur les arbres. Bah oui, arborescentes. Donc, on voit un sentier dont on ne voit absolument pas la fin. Alors, est-ce que pour toi, la nature joue un rôle important dans le magico-religieux? Ah bah oui, c'est la base. Alors justement, est-ce que tu pourrais développer là-dessus? Quel est le rôle, selon toi, de la nature? Est-ce que c'est le siège, par exemple, des esprits, mais aussi de la solitude, de la peur? Que représente pour toi cette nature? Tout. On peut se guérir avec la nature, on peut se remettre en question avec la nature, on peut méditer avec la nature. Je vais prendre un exemple, c'est les plantes en général. Elles ont un côté chimique, mais aussi un autre côté, le côté mystique. Donc c'est important vraiment de ne pas oublier ces deux aspects qui sont malheureusement mis de côté, surtout le côté mystique par rapport aux pharmacies, à la médecine maintenant occidentale. On oublie ce côté mystique et qui est très ancré et qui fait partie de notre patrimoine. Alors justement, j'ai constaté effectivement que ce patrimoine compte beaucoup pour toi, puisqu'il est vraiment du début jusqu'à la fin du roman. Mais c'est quand même assez surprenant parce que très souvent, le patrimoine intéresse des gens qui ont 50, 60 ans. Tu t'es présenté tout à l'heure, tu disais que tu avais 30 ans. Comment expliquer cet amour? Parce que vraiment, il y a une passion dans ce roman pour ce patrimoine antillais. Tout à l'heure, tu nous expliquais que ta tante te racontait des contes quand tu étais jeune, mais au-delà de ta tante, parce que ça c'était quand tu étais enfant. Mais pourquoi à ce point t'intéresses-tu à ce patrimoine? J'ai plongé dans ce patrimoine grâce à la littérature caribéenne. Je vivais en France, je n'aimais pas beaucoup la lecture, mais je prenais le métro. Et donc j'en avais marre de rester sous mon portable, donc je me suis dit bon, autant lire les livres de la Martinique, de la Guadeloupe, par nostalgie aussi. D'accord. Et donc en lisant, je vois toujours cette petit côté, une petite phrase qui fait référence aux magico-religieux, aux plantes. Je me suis dit c'est intéressant quand même parce que ça fait une différence avec la littérature française. Absolument. Et donc je me suis dit tiens, je lis ça, par exemple, le roman de Patrick Chamoiseau qui parle de la blesse, j'ai oublié le titre. Je me dis, la blesse, mais c'est quoi? Et puis j'ai fait mes recherches, je me suis dit, c'est une pathologie, antillaise et qui se guérit avec des guérisseurs, avec des plantes bien précises, avec un rituel bien précis. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Effectivement, dans tous ces romans donc antillais, il y a toujours cette part de mysticisme, des esprits qui reviennent. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, c'était chez des gens qui avaient déjà un certain âge. Donc, effectivement, les autrices que j'ai citées tout à l'heure, Simone Schwarzbart, avec Puis vent sur tes lumières miracles, Gisèle Pineau, Marie Scondé. Mais ce sont des gens qui ont déjà... Mais c'était la première fois que je voyais chez une jeune autrice cette même verve-là, tu vois, et cette même connaissance, parce que je trouve qu'il y a quand même une connaissance. Alors, moi, ce qui m'a aussi interpellée dans ton roman, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre le monde du magico-religieux et le monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages parlent à des esprits... Tranquillement, comme si effectivement c'était une normalité. Pourquoi tu as rendu cela comme ça? Parce qu'en plus ils sont pas en train de dormir. On aurait pu penser que c'est parce qu'ils rêvent. Non, tes personnages ne dorment pas. Ils sont éveillés comme nous le sommes là, et puis ils rencontrent un chien. Donc un mofoisé, c'est un être humain qui se transforme en chien ou en animal quelconque de manière générale. Voilà. En mofoisé, donc il est transformé. Et comment alors, pourquoi ce choix de faire comme ça? Il n'y a même pas de... Enfin, s'il y a un pont, mais qui est naturel, qui est normal, entre l'univers magico-religieux et le monde réel. Pourquoi tu fais ce pont-là? Je voulais surtout le mettre en avant parce qu'il est trop en bas-feuille par rapport à la christianisation des îles. Mais quand on regarde bien dans les familles, il y a toujours ce petit côté mystique, qu'on le veuille ou non. Donc on va aller à la messe, on va aller au temple hindou, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, on va régler nos histoires avec du sel, on va mettre du citron, des couilles avec du sable noir dans les 4 coins cardinaux de la maison. Et je voulais vraiment faire en sorte que ça ne soit pas bridé. Je voulais faire comme si c'est naturel et que... Comme si ça faisait partie de notre ADN. Mais voilà, tout à fait. Et est-ce que tu penses, parce que j'ai eu le sentiment à un certain moment dans le roman de voir presque une attaque
pas quelque chose de méchant, mais quand même une attaque à la religion. Oui. Qu'est-ce que tu lui reproches à cette religion? De fermer les portes, de nous couper avec ce côté-là mystique que nous avons. Parce que la religion fait en sorte qu'on ne voit pas le côté mystique, par exemple, des plantes. Il ne faut pas soigner avec des massages, en évoquant une certaine prière ou en évoquant justement nos aïeux, les défunts. Puisque après la mort, on dit que c'est fini. Tandis que dans l'ancestralité, ce n'est pas fini. On peut faire appel à nos défunts, on peut faire appel à nos ancêtres pour venir nous aider au quotidien. Donc, alors, est-ce que justement... tu n'as pas peur qu'on puisse voir en toi, parce que j'ai lu quand même certaines choses que tu avais écrites, est-ce que tu n'as pas peur que les gens voient en toi quelqu'un qui véhiculerait le mal? Parce que très souvent dans nos sociétés, une fois qu'on va parler de ce mysticisme-là, il évoque toujours quelque chose de négatif. Est-ce que toi, c'est pas quelque chose que tu crains? Non. Pourquoi? Je crains pas ça, parce que... je m'en fous. Je m'en fous. Je vis ma vie et même si on me prend pour une tienboise, une sorcière, une diablesse, je m'en fous. Je vis selon mes croyances, selon ce que je crois et j'essaie de le valoriser du mieux que je peux. Et jusqu'à maintenant, je suis étonnée, j'ai eu beaucoup de retours positifs pour même des gens qui font le catéchisme. D'accord. C'est pour vous dire. Et ils témoignent. Hein. Donc, je trouve que l'Antillais a cette facilité de jongler entre plusieurs choses et que ça ne pourrait pas lui poser de problème. Alors, j'aimerais, à la page 78, alors tu écris, donc c'est pour faire référence donc à ce passage naturel entre le monde des esprits et le monde réel. Alors... En guise de réponse, Noémie lui infligea une seconde claque en espérant un bon recalibrage cognitif afin qu'elle puisse se calmer et écouter ce foutu chien parlant. « Calme-toi, il n'est pas méchant, c'est juste un mot foisé. » Un mot foisé, un gentil mot foisé. Depuis quand les hommes qui se changent en vieux chiens sont gentils, hein? Dis-moi, alors qu'ils se transforment juste pour mieux se promener la nuit dans le quartier afin d'assouvir leurs désirs pervers sur les victimes. « Je ne suis pas un pervers violeur de femmes, répondit le chien créole vexé. « Alors tu es qui, hein? Et pourquoi te changes-tu en chien ?» aboya Jacqueline. « Je te connais, hein, car nous avons fait l'école élémentaire ensemble. Oui, ne me dévisage pas comme ça, Jacqueline, je suis Thibaut. » Alors là, je me suis dit, incroyable quand je suis tombée sur ce passage. Donc une conversation comme si on aurait pu être tranquillement dans un salon de thé entre un mot foisé et puis le personnage de Jacqueline, qui est donc le personnage principal. Il y a aussi de l'humour dans ce roman. Oui, beaucoup d'humour. Alors, je me dis, mais est-ce que, en lisant cela, est-ce que tu veux simplement nous faire sourire ou est-ce qu'effectivement, il y a quand même du vrai dans ça? Il y a du vrai. Il y a du vrai, parce que j'habite dans un quartier où on me disait qu'il y avait un chien noir qui se promenait dans la rue, qu'il pouvait parler, et à chaque fois qu'on le voyait, on courait. Et je me suis dit, tiens, il faut que je le mette dedans, et pour dire, oh, mais qu'est-ce que tu fous un chien dans la rue comme ça? Et il y a des histoires, des anecdotes qui disent qu'il y a certains qui se transforment pour rentrer dans les serrures après, pour devenir dorlis. Et donc, c'était ma question, pourquoi tu te transformes en chien? Quel est le but, quel est l'intérêt? Donc, quelque part, même si effectivement tu voudrais que nous, les Antillais, qu'on ne se ferme pas, comme tu disais, parce que tu trouves que la religion a tendance à fermer, à mettre de côté tout ce qui pourrait revenir ou appartenir à cette part donc, de l'Afrique. Mais en même temps, dans ta manière d'en parler dans le roman, il y a aussi quelque part une forme de rationalité chez toi qui interroge ces pratiques-là. Oui. Donc, je critique part... aussi ces pratiques, hein. Je ne suis pas d'accord avec tout. C'est l'essence même du tiens-bon, on va dire. On peut l'utiliser pour le bien comme pour le mal. C'est selon le pratiquant. C'est selon l'intention du pratiquant qui est important. Ce n'est ni mal ni mauvais. C'est selon ce que tu en fais. Donc l'intention, quoi. Voilà, l'intention. Donc, j'ai vu que la transmission de ces croyances est assurée par donc, des grands-mères, des personnes âgées, mais surtout des femmes, manifestement, dont Manflot et Manlin. Est-ce que pour toi, ce sont les garantes? Est-ce que ce sont les gardiennes de la tradition? Et est-ce que
tu penses que ces femmes-là, ces grand-mères ou ces tantes, parce que toi tu nous as parlé de ta tante tout à l'heure, est-ce que pour toi les femmes, ce sont elles la courroie de transmission de tout cela? Pour moi, oui. Mais il faut dire que j'ai été élevée dans une famille de femmes. Hein. D'accord. De femmes. J'ai la famille paternelle, mais j'étais pas trop proche, mais j'étais vraiment élevée par ma mère, ma grand-mère, ma tante. Jusqu'à maintenant, j'ai une fille, j'ai ma sœur, on est vraiment une lignée de femmes. Une lignée de femmes. Et donc, c'est comme ça que la transmission se fait. Et donc, est-ce que toi aussi, tu transmets des choses oui, à bien ta sûr. fille? Ah oui, oui, je lui ai même écrit un roman. D'accord. Juste pour elle. Ok. Oui. Et il est déjà sorti ou... Non, je pense que je vais lui faire une trilogie, juste pour elle, parce qu'elle aime beaucoup Harry Potter. Et je lui dis, mais nous, on a l'école des mornes, tu sais pas ça? Et jusqu'à maintenant, elle lit quoi, hein? Donc, Alors justement, est-ce que tu peux nous parler, parce que je précise que tu es martiniquaise, oui. Est-ce que tu peux nous parler justement, parce que quand on va à Sainte-Marie, par exemple, à Besaudin notamment, oui. Besaudin est un quartier particulier à Sainte-Marie, un quartier de la tradition, notamment du Bellay, etc. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un quartier qui a conservé un certain nombre de traditions ancestrales liées justement à toutes ces croyances-là. Je me trompe ou pas? Oui, je connais pas bien Sainte-Marie, mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport à Sainte-Marie pour dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et quand on va à Sainte-Marie, si on est un peu sensible aux énergies, à la vibes, on sent qu'il y a un magnétisme assez particulier, ne serait-ce qu'au nord de la Caraïbe, ça c'est sûr. Le nord de l'île, ouais. Alors, et toi, tu es originaire d'où alors? Fort-de-France. Fort-de-France. Oui. Et dans Fort-de-France, il y a quand même cette survivance des traditions, cette transmission qui est assurée par... En bas-feuille. Il faut vraiment chercher. Vraiment, vraiment chercher. Donc, j'essaie de gratter, mais c'est vraiment en bas-feuille. On me dit pas. Donc, c'est toujours en bas-feuille, de toute façon. Dans le roman, justement, je trouve qu'il y a le poids du secret. Je trouve que... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est propre aux Antilles? Ce poids du secret, donc à un certain moment, le personnage, donc Jacqueline, raconte qu'on lui a appris une prière. Et quand elle a demandé à sa grand-mère de lui faire connaître cette prière, elle lui dit « Oui, mais il va falloir que je te la dise à l'oreille ». Pourquoi alors il y a ce poids du secret, selon toi? Il y a des choses qu'il faut dire doucement, à des moments particuliers. Non, mais de toute façon, c'est très imprégné, le poids du secret aux Antilles. On ne dit pas, mais on dit. C'est toujours comme ça. Il faut toujours gratter. On a l'impression qu'il faut toujours... harceler la vieillesse pour qu'ils lâchent des choses. Et c'est ça qui me frustre un peu, parce qu'ils ont tellement de connaissances, mais ils ne veulent pas partager. Je dis pas veulent pas, mais peut-être ils doivent se dire que la jeunesse n'est pas encore prête, que c'est couillonnade, qu'il y a une déconnexion. Donc il faut justement renouer avec la vieillesse, hein, mais bon. Oui, je comprends, voilà. Effectivement, avec les anciens, on va dire. Il faut renouer avec les anciens pour transmettre la parole, parce que quand ils vont mourir, comment on va faire? Il faut écrire maintenant, il faut écrire, stocker pour justement conserver, parce que la tradition orale, depuis l'épidémie, elle est en voie de disparition. Pourquoi tu dis depuis l'épidémie? Tu ne penses pas qu'elle était déjà en train de se barrer? Elle se barrait, mais là, ça a été le coup fatal, je pense. Mais qu'est-ce qui, selon toi, en quoi la pandémie a joué un rôle d'arrêt net de cette transmission? La séparation dans les familles, il fallait pas avoir mamie et papy pour ne pas leur donner le Covid. Jusqu'à maintenant, on a peur, et puis le masque, ça bride d'une certaine manière psychologiquement la parole. Donc oui, pour moi, ça a été un coup fatal. Est-ce que tu t'es rapproché, au moment de l'écriture de cet ouvrage, est-ce que tu t'es rapproché de personnes, justement, pendant ce temps du confinement? Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec ces personnes pour savoir comment elles vivaient cela, justement avec les croyances qui sont les leurs? Est-ce que tu sais quel a été leur retour sur cela? Comment elles ont perçu? Est-ce que disent on va être diablavoyé? Comment est-ce qu'elles ont perçu cela? Est-ce que ce sont au contraire terrées dans leur coin en voyant vraiment la patte du mal? Ou au contraire, est-ce qu'elles ont eu envie de dire des choses à ce sujet? Pour moi, je vois adaptabilité. Très chrétien, très catholique, Jésus-Christ, mais il se passe quelque chose comme ça, il règle le problème de manière mystique sans problème et il retourne à l'église comme si de rien n'était. Et ces genres de personnes-là me disent, tu sais, les affaires de nègres, le bon Dieu n'a pas trop à y mettre son grain dedans. Donc c'est pour te dire que nous avons une adaptabilité, on peut jongler entre plusieurs croyances.
Et ça ne pose pas de problème, je trouve. Donc, c'est un truc de diable, mais on n'a pas vraiment peur. On se dit, tiens, si je ne peux pas te régler moi-même, je vais trouver quelqu'un pour te régler, pour quelqu'un qui va faire un feuillage ou qui va nettoyer le mur avec des prières. On va toujours trouver un moyen de régler ce problème en bas-feuille. Alors, est-ce que justement, la peur n'est pas le véhicule et en même temps le frein à toutes ces pratiques? Alors, par exemple, dans ce roman, à certains moments, Jacqueline et sa sœur Noémie ont très très peur. Mais en même temps, elles sont dotées d'un courage extraordinaire. Elles font quand même face à des choses quand même relativement maléfiques, quand ces chiens maufoisés là mordent Jacqueline. Enfin, je veux dire, quand la horde de la meute l'attaque, il y a quand même quelque chose de très très violent. Donc il y a la peur qui est présente, mais en même temps, il y a ce courage. Alors, est-ce que tu penses que cette peur qu'éprouvent à certains moments les deux sœurs est liée aux contes qui sont racontés dans l'enfance pour effrayer? Comment tu expliques cette peur-là? Parce que tout ce qui n'est pas cartésien, c'est normal d'en avoir peur. Je vais pas mentir, même si j'écris ce genre de choses, si je vois un esprit passer chez moi, je vais avoir peur, c'est normal. Mais il faut relativiser, enfin, il faut essayer le plus que possible de relativiser et de se dire que nous ne sommes pas seuls, nous avons une base que nous devons retrouver et qui peut justement expliquer ce genre de phénomène. Mais attention, je tiens à dire qu'il ne faut pas être crédule non plus à tout. Il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'histoires imaginaires, il ne faut pas être crédule à tout, mais surtout se faire confiance et se dire, bon, ok, j'ai vu quelque chose d'anormal, j'ai eu peur, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'allume une bougie, je mets du sel? Il faut vraiment faire une démarche dans ce sens-là. Alors, à la page 76, dans leur élan de peur, les filles entendirent un petit aboiement. Soulagées que ce soit un chien, elles se retournèrent pour découvrir le vagabond. C'était un petit chien créole gris qui s'assit en les fixant avec ses gros yeux étranges. « Ce n'est qu'un chien. J'avais tellement peur que ce soit le béquet, souffla Jacqueline. » Est-ce que tu peux nous expliquer cette référence-là? Comment ça, elle avait peur que ce soit le béquet? Non, parce que si on lit après, on verra qu'il y a un esprit de béquet qui rôde dans le champ. Alors justement, c'est ça. Oui. Alors, c'est quoi cet esprit? Parce que, alors, je ne connais pas toutes nos traditions ici en Guadeloupe, mais je n'avais pas encore entendu parler de ça. C'est quoi cette espèce d'esprit de béquet qui c'est pas forcément un esprit de béquet, j'ai juste voulu mettre un béquet, mais sinon, il y a beaucoup d'esprits qui rôdent dans des endroits particuliers. On dit que le béquet avait enterré des esclaves à un endroit particulier où on vit sous des cimetières d'esclaves ou d'Amérindiens. Donc, c'est normal de voir des esprits rôder. On a toujours dans une commune un endroit, attention, il y a un esprit qui rôde, mais j'ai voulu mettre le béquet. Alors justement, mais quand même, parce qu'on est en Martinique, c'est pas innocent, la référence au béquet. Pourquoi? Est-ce que tu penses que les béquets ont cette pratique-là aussi de ces croyances magico-religieuses? Oui, je pense. Je ne suis pas sûre, je ne les fréquente pas, mais je pense que oui. Ah, je pense qu'ils sont très au fait, à mon avis. D'accord. Alors, toujours à propos de la peur, donc là, ça va concerner, et donc du courage plus précisément, quand Jacqueline se fait attaquer, ils sont trop nombreux, Caroline. Moi, pas Payot, je n'ai pas peur d'eux. Jacqueline lâcha la main de sa sœur et lui pointa du menton son nouveau chemin. Noémie bifurqua à gauche, tandis que Jacqueline ralentit sa course pour affronter les cabots. La brave Jacqueline, Caroline, Anne-Marie Gros-Désir se planta au mi-temps du boulevard en serrant fermement la racine de manioc, prête à affronter la horde de Maufoisé. Donc, on voit à certains moments qu'elle a peur de tout cela, et puis là, vers la fin du roman, elle est saisie par cette force. Alors, est-ce que c'est la racine de manioc? Alors, est-ce que dans l'univers magico-religieux, je vois que les objets ont de l'importance,
Quel est le rôle, selon toi, de ces objets qu'on demande d'avoir? Tu as parlé tout à l'heure du gros sel. Donc là, il s'agit d'une racine de manioc. Quel est le rôle des objets? Est-ce que c'est une forme de transition? C'est quoi? Une barrière. Une barrière. Pour moi, c'est une barrière psychique. Psychique et physique aussi, alors. Physique aussi. Parce que manifestement, quand elle brandit donc la racine de manioc, ça semble faire un certain effet sur cette horde. Donc, pourquoi ces objets de tous les jours revêtent comme ça une importance particulière? Et qui a décidé que c'était ces objets-là? Est-ce que tu as fait une recherche là-dessus? Pas encore. C'est énorme parce que la spiritualité des Antilles, c'est un macadam, c'est un manger cochon de tout. Hein. On a du vaudou, on a de l'hindouisme aussi, on a un peu de bouddhisme, on a du christianisme. Et on a encore, quand je dis le vaudou, il y a différents courants de vaudou en Afrique. Hein. Donc c'est difficile de retrouver la trace, mais à travers les plantes, on arrive un peu à s'y retrouver. Mais c'est pour dire que les objets, ça fait partie d'une barrière psychique. Ça aide à prendre du courage de se dire qu'on a un objet, même si ça n'a pas vraiment d'efficacité prouvée, hein, mais on se dit on a un objet pour combattre quelque chose. D'accord. Et c'est pas pour rien on dit qu'on voit un mauvais esprit, on dit qu'il faut injurier. Donc c'est pour montrer qu'on n'a pas peur. D'accord. Voilà. On va te retrouver dans la deuxième partie tout à l'heure. Nous sommes arrivés à notre première coupure pub. Alors je vous dis à tout à l'heure en compagnie de Valérie Rodney pour son ouvrage Chiméan. À tout à l'heure. Nous retrouvons Valérie Rodney donc pour son roman Chiméan. Nous parlions tout à l'heure donc de la peur qu'affrontent Jacqueline et sa sœur Noémie face à cette horde de chiens, et on essayait de comprendre quel était le rôle des objets qu'il faut systématiquement saisir pour se protéger, pour se défendre. Donc ils ont sans doute effectivement, comme disait donc notre autrice, sans doute un rôle de barrière, de protection, mais c'est aussi peut-être une façon de passer d'un monde à l'autre aussi. Ils font une transition, ils assurent une transition. Donc moi j'étais en train de me poser la question suivante. Ces deux jeunes femmes, elles sont jeunes, elles ont donc 30 ans à peu près, 30 et 15 ans. Je trouve que c'est particulier qu'elles soient à ce point marquées par toutes ces croyances. Donc, est-ce que, un peu comme Zola, est-ce qu'on peut dire que le milieu influe véritablement sur elles? Bien sûr, leur papa était docteur Fay. Donc, elles ont été vraiment baignées dedans. Qu'on a un parent qui soigne avec les plantes, une grand-mère qui voit les esprits et qui peut converser avec les esprits, forcément, ça influe sur la vie, hein. Donc, le créole aussi, Valérie, est très très présent dans ton œuvre. Alors déjà par le titre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais le choix de la langue orale, mais aussi le créole. Pourquoi ? Parce que c'est notre langue maternelle, qu'on le veuille ou non. Et je veux revaloriser notre créole, parce que je trouve qu'il est un peu trop francisé. On a tendance à parler maintenant français créole, alors qu'on devrait parler justement, faire la différence entre le créole et le français. Donc je voulais vraiment le mettre en avant, et surtout pour montrer que dans la vie quotidienne, on parle créole. On fait le switch entre le français et le créole. Et moi, je trouve que les romans qui sont écrits qu'en français et qui se passent aux Antilles, ça me dérange. Parce qu'on parle créole, et pourquoi pas l'écrire justement? Alors, parce que j'ai constaté que non seulement il y a le créole, donc toujours, je crois que j'avais noté ça à la page, mais oui, à la page 107, m'en papeyo. Mais oui. Parce qu'effectivement, selon moi, c'est peut-être rare quand on est antillais d'exprimer sa peur par « Oh mon Dieu, quelle crainte ai-je » Généralement, c'est « Aïe mon Dieu ». Oui, aïe mon Dieu. Aïe mon Dieu. Oui. Tu vois, donc effectivement, et c'est ce que j'ai apprécié dans ton ouvrage, non seulement il y a la langue créole, mais il y a la langue parlée, c'est-à-dire que l'oralité est très présente aussi. Est-ce que c'était une façon de rendre compte des personnages de manière telle qu'elle, c'est-à-dire de les rendre proches des lecteurs? Est-ce que ça aussi, ça a été quelque chose qui a été important pour toi? C'est très important. Et comme j'ai beaucoup lu du Delcham, Tony Delcham est confiant, et je trouve que leur plume est extraordinaire. Et donc je voulais vraiment être dans la même vibes, faire en sorte d'avoir cette approche entre le lecteur, les personnages, et de se dire, tiens,
on a l'impression de vivre le truc, et c'est comme ça qu'on raconte une histoire aux Antilles. C'est comme ça, on le vit, qu'on fait un conte, on raconte, on a l'impression qu'on est dedans. L'auditeur, il peut participer. Donc pour moi, c'était vraiment important, même dans un roman, de le faire ressentir. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression, à la manière dont tu écris, que tu veux faire participer, comme je te disais tout à l'heure en off, que tu veux faire participer le lecteur en lui donnant justement la langue que l'on peut parler au quotidien, non pas simplement une langue hyper châtiée. Est-ce que tu peux nous rappeler la profession tout de même du personnage principal, de Jacqueline? Avocate. Elle est avocate. Et c'est une avocate, et pourtant, quand on la regarde se comporter, le cliché que l'on peut se faire de la fille qui a fait des études de droit, qui est avocate, donc qui appartient quand même à un certain milieu privilégié, on ne le retrouve pas. C'est volontaire, ça aussi ? C'est volontaire. C'est volontaire. Je voulais que quand elle rentre en Martinique, elle soit la Martiniquaise, la fille de Gonto, dont le papa est Dr Fay, et que sa grand-mère parlait avec les esprits et qu'elle connaît certaines pratiques. Mais je voulais vraiment retirer cette partie de bourgeoisie, parce qu'elle est à Paris, elle est dans un cabinet d'avocat bien guindé. Et je voulais vraiment qu'elle renoue avec ses racines. C'était ça le but. Mais est-ce que quelque part, Jacqueline, quand elle revient au pays, même si elle a reçu certaines choses, elle le dit elle-même quand elle parle de sa grand-mère, mais est-ce que quelque part, si elle n'était pas rentrée, elle ne serait pas le pur produit dont tu parles, la parisienne branchée chic? Et est-ce que ce n'est pas le lot de beaucoup d'Antillais, quand ils partent en France hexagonale, d'oublier cela, comme si c'était quelque chose dont on devrait avoir honte? Est-ce que tu n'as pas ce sentiment-là? Pour certains, oui, mais pour certains, je pense que c'est plutôt de la méconnaissance. C'est vraiment parce que le lien ne s'est pas fait, que la famille n'est pas aussi soudée. On n'est pas assez stimulé par rapport au créole. Ma fille, quand on habitait en France, elle comprenait le créole, mais elle n'arrivait pas à le parler. Donc je pense qu'il faut vraiment un stimulus d'une communauté pour vraiment continuer à perpétuer ce lien. Est-ce que tu penses qu'en France, justement en France hexagonale, les Antillais qui sont là-bas, est-ce qu'ils assurent la même transmission de ce magico-religieux à leur descendance? Je sais pas. Pour ça, vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du pratique, du tambour, du belay, ils sont vraiment actifs, de la nourriture, du créole. Ils sont très actifs, mais pour le magico-religieux, je ne suis pas sûre. Je ne saurais pas le dire avec affirmation. Donc, j'ai remarqué aussi que dans ce roman, et je comprends mieux par rapport à ce qu'on se disait en off, il y a quand même une lignée de femmes. Est-ce que tu pourrais dire... Est-ce que je pourrais m'avancer à dire que quelque part c'est un roman féministe? Oui, aussi. Mais je voulais surtout mettre en avant la lignée des femmes, parce que je viens d'une lignée de femmes et j'ai du mal à écrire sans la lignée de femmes. C'est vraiment important pour moi, et dans tous mes écrits, il faut toujours que la femme soit au centre, la transmission par la femme soit vraiment mise en valeur. Est-ce que, alors un peu, ça m'a fait penser justement à Puy et Vent sur Tes Lumières Miracles de Schwarzbart, où on voit cette lignée de femmes aussi. On voit la mère, la grand-mère, jusqu'à effectivement Télumé, ce qu'elle devient. On voit effectivement que la transmission, lorsqu'elle essaie de guérir sa grand-mère, de la soigner, la transmission est assurée par les femmes. La transmission non seulement donc des herbages, des plantes, etc., mais aussi la transmission d'une manière d'être. Et j'ai le sentiment que ces deux sœurs-là, elles ne sont pas banales, elles ne sont pas communes. Tu les as voulues comme ça, pourquoi? J'ai l'impression qu'elles ont quelque chose de particulier par rapport aux jeunes filles de leur époque. C'est dû au fait à la famille, en fait, l'influence de la famille. Elle peut switcher entre les différentes, on va dire les différentes sociétés qu'on a. Être dans la bourgeoisie, on renie cette partie mystique, et en même temps, en bas-feuille, continuer à perpétuer. Donc je voulais vraiment mettre ça en avant, et je me suis inspirée aussi de moi et de ma petite sœur Candice. D'accord, parce qu'effectivement, j'avais l'impression que par moments, il y avait quelque chose de presque autobiographique, mais oui, je n'étais pas certaine. D'accord. Alors, toujours pour revenir aux relations hommes-femmes dans ce roman, j'ai été surprise de découvrir que dans l'univers du magico-religieux, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes fonctions. Donc, à la page 120,
tu dis la chose suivante, tu fais dire les femmes se contentaient d'être des frotteuses ou d'utiliser du dlokukun et autres empoisonnements en tout genre. Donc apparemment, alors de manière générale, c'était souvent les hommes de cette île qui détenaient ce genre de pouvoir, c'est-à-dire pouvoir voler, se mofoiser, se transformer. Et tu dis que les femmes se contentaient d'être des frotteuses, c'est-à-dire des frotteuses. Soigner avec des massages avec des plantes et puis des incantations. Parce que quand je regarde les témoignages de la vieillesse, excusez-moi, c'est toujours des hommes. Ah, j'ai vu un québécois réputé, un homme. Tandis que la femme, on disait que, même dans les écrits, on voit que la femme se contentait justement d'empoisonner, d'amarrer, tout ça, alors qu'elles sont de redoutables québécoises. Il faut faire attention. C'est juste qu'elles ne le montrent pas de la même manière que l'homme. Alors, est-ce qu'on peut se dire que finalement, même dans le magico-religieux, il n'y a pas d'égalité ? J'ai envie de dire oui. Parce que j'ai quand même été assez surprise de découvrir, surtout que tu dis, le mot n'est pas mis au hasard, tu dis les femmes se contentaient d'être des frotteuses, se contentaient, comme si effectivement c'était donc leur sort et qu'elles l'acceptaient parce que c'est leur place dans cet univers magico-religieux, c'est leur place et les hommes ont leur place. Donc moi, je me suis demandé si c'était comme ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose de codifié? Est-ce que tu sais? Alors, j'ai vu que tu as écrit un autre livre qui s'intitule « Les mystères occultes des îles ». Alors, est-ce que dans ces mystères, on parle des places des uns et des autres dans cet univers magico-religieux? On peut le ressentir, mais c'est vraiment pas bien... comment dire? La séparation n'est pas si nette que ça, c'est ça le problème. On ne peut pas vraiment le définir, mais par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai fait des recherches, par exemple, sur le dlokukun. Donc, j'ai remarqué que la femme avait tendance à amarrer, avoir je dis pas des sortilèges, j'aime pas trop le mot, mais des incantations, des bains-feuillages pour amarrer l'homme par rapport à la sexualité, tandis que l'homme, lui, il peut amarrer, il peut faire grossir le sexe, il peut mettre des points à la femme, ça veut dire l'empêcher d'aller voir ailleurs, il peut faire plein de choses, tandis que la femme, non. Donc c'est pour ça que je me suis dit, au niveau de la sexualité, il y a un problème. Pourquoi? Donc je me dis peut-être que c'est dû à notre histoire. Dont le patriarcat s'est imposé. Absolument. Alors que nous étions une société matriarcale de base. Donc je me dis que ça se reflète aussi dans nos pratiques. Parce qu'effectivement, je me suis dit, ah ben dis donc, jusque-là, l'inégalité, ah ben ça alors. Alors, on se bat pour une certaine égalité, et même dans nos pratiques, dans notre culture, enfin je veux dire dans cet univers magico-religieux qui, même si on ne se reconnaît pas dedans, mais fait partie de notre environnement, je me dis, eh bien, même là, on note qu'il n'y a pas une égalité de traitement en fait. On dirait bien. Après, je ne mettrai pas ma main à couper, mais pour moi, à mon avis, oui, il y a une égalité. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des témoignages de gens qui te disent que quand ils ont fait... alors ce fameux dlokukun, est-ce que tu as eu des témoignages de gens qui te disent ça a fonctionné? Ah oui, Oui, il y a des gens qui ont été victimes de dlokukun. Hein. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour à nos téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, auditeurs, auditrices, puisque maintenant l'émission est diffusée en radio, qu'est-ce qu'on entend par ce dlokukun? Dlokukun, c'est on va se frotter la cocoon au clair de lune et avec l'eau, on va mettre dans la boisson de la personne qui on veut amarrer. Donc, amarrer, c'est-à-dire qu'on veut que cette personne reste avec nous. Quoi. Voilà. Reste avec nous sentimentalement ou sexuellement? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord, parce que moi, j'avais toujours eu le sentiment que c'était plutôt de manière sexuelle, quoi. Les deux. Mais ce n'est jamais... c'est pas définitif, hein. Il faut toujours renouveler, hein. Et puis il y a un rituel bien particulier, donc je ne vais pas dévoiler pour ne pas avoir de problème avec les gens. D'accord. Mais il y a un rituel à faire pour vraiment amarrer la personne. Et j'ai eu beaucoup de retours de victimes. Il n'y a personne qui va dire « moi j'ai dlokukun quelqu'un » et voilà. Non, c'est toujours des victimes qui disent « voilà, j'étais avec une femme, je ne comprends pas pourquoi j'étais avec la femme » et que voilà, ça avait fait beaucoup de désordre dans la famille. Mais alors, moi la question que j'ai envie de te poser... Où est la part
de responsabilité, de réflexion, du choix de sa propre vie. Parce que si cet univers magico-religieux est si puissant, pourquoi est-ce qu'on en est là encore aujourd'hui? Pourquoi, par exemple, tous ces pouvoirs que pourraient avoir certaines personnes, pourquoi ces pouvoirs ne sont pas utilisés à des fins autres? Bon, j'ai l'impression que ce sont toujours des fins personnelles, donc égoïstes quelque part. Oui, parce qu'on vit dans une société capitaliste, où c'est l'individualité au lieu de la collectivité. Avant, c'était pour la collectivité. On pouvait soigner. Il y avait les matrones qui aidaient à accoucher, qui faisaient un bain aux femmes. Il y a la communauté quand une femme accouchait, il y avait toute la communauté qui venait avec elle, qui était là pour la soutenir pendant 40 jours. Il y avait une voisine qui venait habiter chez la femme pour l'aider quotidiennement. Maintenant, on accouche, on te met chez toi et puis tu te débrouilles. Et quand tu parles de postpartum, on te dit, c'est toi qui voulais le bébé. Donc, on est dans une société où tout est individuel, donc forcément on veut tout s'accaparer, donc on utilise ce genre de choses-là pour son bien personnel au lieu de justement pour la collectivité. Mais heureusement, il y a certaines personnes qui utilisent les dons de famille, leur savant pour la collectivité, qui soignent les gens, qui les délivrent, donc. D'accord. Mais malheureusement, ils sont peu nombreux. D'accord, donc effectivement, on en revient encore à des choses où on se dit que on se revendique, on veut garder ces coutumes-là, mais on se rend compte que l'usage qui en est fait est un usage strictement égoïste. Je veux cet homme, je veux cette femme, je vais faire en sorte qu'un tel perde son travail, etc. Donc finalement, ça n'est absolument pas motivé par l'amour du prochain, par quelque chose de bienveillant. Mais c'est pas que dans le magico-religieux, c'est dans toutes les religions, c'est comme ça. On peut, par exemple, on peut prendre la Bible, on peut faire le bien et le mal avec la Bible. Donc, il y a des chrétiens qui sont les plus grandes saloperies en bas-feuille. Donc, c'est selon ce qu'on en fait qui est important. C'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait, l'intention. D'accord. Alors, les personnages principaux, comme je le disais tout à l'heure, sont deux femmes, deux sœurs, ou deux demi-sœurs, parce que dans notre univers antillais, quand on n'est pas issu de la même mère, on dit demi-sœur, enfin ça ne veut rien dire. Oui, moi aussi, j'aime pas ça. Donc, moi, j'ai eu le sentiment en lisant ce roman que chacune semble porter un poids, une blessure secrète. Et je me suis demandé si cela ne les rendait pas vulnérables, fragiles, peut-être même crédules face à l'univers magico-religieux. J'ai par moments le sentiment que les personnes qui arrivent à croire facilement, par exemple, on vient leur dire « c'est un tel qui fait un mal »,« Moula, ça fait un bitin », j'ai le sentiment que ce sont des gens qui ont une fragilité psychologique, qui sont plus facilement sensibles. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Ça peut être vrai, ça peut être vrai, mais ce genre de personnes-là, la plupart du temps, ne se remettent pas en question, parce que la plupart des gens, ils se disent « ah, j'ai une déveine sur moi, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, le voisin est jaloux », alors que la plupart du temps, c'est juste qu'il faut se remettre en question et on voit qu'on a fait des choses qui ont entraîné ce genre de conséquences. Donc c'est ça que je veux mettre en avant. Je veux mettre en avant le fait qu'il ne faut pas être crédule à tout. Il y a beaucoup d'imagination aussi dans ce livre, je tiens à le signaler, tout n'est pas vrai. J'imagine. Mais heureusement, parce que sinon on se promène plus la nuit. C'est clair. Mais pour dire qu'il faut surtout prendre du recul avant de mettre tout sur le dos du tiens-bois, parce que le tiens-bois a bon dos aux Antilles, je trouve, alors que la plupart du temps, le problème vient de nous. Parce qu'effectivement, je me suis dit, alors à un certain moment, à la page 116, donc Noémie a été pourchassée par une horde d'esprits. Il ne pouvait pas lui faire de mal physiquement, mais il savait pertinemment comment l'atteindre. Les entités de la ville ne manquèrent pas de lui rappeler que sa mère avait été déçue de sa naissance et qu'elle était plus heureuse dans sa nouvelle famille à la Dominique. Ses petits frères étaient choyés par leur mère aimante, qui ne pensait que très rarement à elle. Face à ces révélations, Noémie avait sombré dans le désarroi et pleurait toutes les larmes de son corps en titubant dans la rue mal éclairée. Donc, je me suis dit, mais voilà, il y a cette blessure secrète, sa mère l'a abandonnée, sa mère l'a laissée, donc Noémie a été élevée par son père. Et je me dis, mais peut-être que justement, c'est cette fragilité, cette faille affective
qui lui permet d'être davantage sensibilisée à ces choses-là. Moi, j'ai l'impression, enfin, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on est quand même structuré de manière cohérente, affective et logique, que l'on regarde sans avoir du mépris, mais j'ai l'impression qu'on regarde ces pratiques-là en se disant, bon, je suis maître de mon destin. Aussi. D'accord ? Oui. Alors, à la page 128, là, c'est l'autre sœur, Jacqueline. Donc, Jacqueline a fini par parler à son père, par l'intermédiaire du personnage Rodrigue. « Je suis tellement heureux de pouvoir parler avec toi une dernière fois, Jacqueline, dit Ernest. Moi aussi, répondit sa fille, à la fois soulagée et émue. Ne t'inquiète pas pour Noémie, même si je suis mort brutalement, j'ai pu au moins lui dire ce qu'elle devait savoir avant tout. Papa, je suis tellement désolée de t'avoir délaissé et de ne jamais avoir eu assez de temps pour prendre de tes nouvelles, soupira Jacqueline au bord des larmes. Elle aussi, elle avait cette blessure secrète, cette faille. Au moment où sa mère divorce, finalement, elle aussi s'éloigne quelque part de son père. Et donc, on voit que toutes les deux, elles ont une faille affective. Donc, moi, j'ai eu le sentiment que dans ce roman, tu montrais aussi qu'une certaine fragilité pouvait rendre, je dirais pas crédule, mais fragilisée et sensible à tout cela. Oui. D'accord ? Oui. Et donc, moi, j'ai interprété ça comme un appel aussi, comme tu l'as dit déjà, à faire preuve de bon sens à certains moments. Toujours. Alors, dans ce roman, on va régulièrement chez le quimboiseur, ou le gardien des affaires, ou le séancier. Je le critique dedans aussi. Exactement. Je n'hésite pas à le critiquer. Est-ce que justement, moi j'ai vu la critique, je me suis demandé, est-ce que ce n'était pas justement une façon de dire aux gens, prenez votre vie en main ? Oui. Pour dire que le Tienbois a bon dos aux Antilles. C'est comme il y avait une dame, son fils était un imbécile à l'école, et donc elle s'était dit qu'elle allait voir un Tienboiseur pour l'aider à ce qu'il ait de bonnes notes, et le gars lui a dit, vous allez prendre 3 gouttes de sueur de moustique derrière la porte de l'église, et la dame elle avec son petit bocal essayait d'attraper un moustique, la sueur de moustique. Donc alors au lieu de dépenser son argent chez le quimboiseur, elle pouvait le dépenser chez un psychologue et chez un professeur pour des cours particuliers, pour que son fils se reprenne à l'école, ou carrément lui foutre une calotte ou lui dire on ressaisis-toi. Donc c'est une critique aussi pour dire aux gens, il ne faut pas être crédule à tout, et que la plupart du temps la source de notre problème vient de nous. Et qu'il est important de prendre du recul dans toutes choses. Alors, on va poursuivre cet entretien. J'ai remarqué que la nuit, c'est comme un personnage dans ce roman. C'est pas juste un moment, c'est un personnage. Et je voulais te demander, est-ce que c'est parce que ça met en évidence notre part secrète, voire inavouable ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ça ouvre les portes de l'inconscient, en bas feuille, en bas bois, et c'est le moment que justement les manifestations apparaissent. Alors justement, pourquoi la nuit Pourquoi effectivement parce qu'il y a quand même des pleines lunes, donc à certains moments on peut se voir, quand il y a de belles pleines lunes, on peut se voir, mais qu'est-ce que la nuit va aussi générer ? Est-ce que la nuit va être aussi synonyme de violence ? Parce que quand la horde de chiens attaque Jacqueline, ils sont particulièrement féroces. Et j'ai eu le sentiment que la nuit accentuait la férocité. Je dirais pas forcément, parce qu'on soigne aussi la nuit, Tout dépend comment on utilise les énergies de la nuit et de la lune. Alors, c'est quoi pour toi les énergies de la nuit ? C'est long à expliquer. Non, franchement, c'est long parce que je tiens à dire que je suis toujours en apprentissage et je ne peux pas dire avec affirmation que c'est ça. D'accord. Je viens de plonger dedans, donc je préfère modérer mes paroles sur certaines choses. D'accord, ok, je comprends, c'est très sage de ta part. Merci. C'est très sage, mais c'est vrai qu'une bonne partie du roman se passe la nuit, en tout cas les scènes les plus captivantes, celles qui vous prennent aux tripes, se passent la nuit. Donc, alors, tu passes en revue différents états de transformation des individus. Maufoisé, Soucougnan, la diablesse, sorcier. Alors, la question que je veux te poser, est-ce que ces croyances constituent un lionnage inter-îles ?
Est-ce que ce ne serait pas par hasard comme une forme de religion commune? Alors je suis allée chercher l'étymologie du mot religion. Alors il y aurait deux étymologies possibles. Donc il y a le latin religere qui pourrait signifier donc relire attentivement, revoir avec soin, et religare, relier. Alors je me suis demandé, parce que pour moi, ces deux étymologies-là, je les trouve très intéressantes. Est-ce que ces croyances nous invitent à une relecture de qui nous sommes? D'accord? Mais est-ce que ce n'est pas aussi une invitation à nous relier, déjà entre nous, mais aussi à nous relier à la terre ancestrale, peut-être qu'est le continent africain? Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je pense, c'est nous relier et nous connecter justement à l'ancestralité. Et j'écris beaucoup sous les divinités. J'ai déjà fait des cancans entre les divinités hindoues et avec la diablesse. J'ai déjà fait des cancans avec le bon Dieu, un Mofwazé, le diable, un Soukounian, Tissapoti, pour montrer que finalement, c'est le reflet de nous-mêmes, de la société actuelle. Et donc justement qu'il faut s'accaparer. Je vais prendre l'exemple par exemple de la diablesse. J'ai envie de dire, c'est une icône féministe. Parce que la diablesse qu'on regarde dans l'histoire, elle était au début une mulâtre. J'aime pas trop le terme mulâtre, mais c'est pour que vous compreniez. C'était une mulâtre, une peau claire. Après, c'était d'abord une blanche, la femme du béquet. Après, c'est devenu une mulâtre. Et après, c'est devenu une négresse. Une capresse. Une capresse. Et après, c'est devenu une négresse. Et que c'était une dame qui affirmait sa sexualité d'une certaine manière. Au niveau de la femme du béquet, c'était plutôt le désir, mais bon, on pouvait pas trop... L'interdit, exactement. On pouvait pas la toucher, sinon on prenait des coups de fouet et puis on finissait au cachot. Tout à fait. Une mulâtre, encore moins, parce que c'était la bourgeoisie, il fallait pas l'approcher. Mais une négresse, on a vu que quand c'est devenu une négresse, c'était une femme noire qui assumait sa sexualité et c'est devenu une diablesse. Donc c'est long à expliquer, puisque j'ai écrit justement un article dessus, mais c'est pour montrer que certains personnages, qu'on regarde historiquement, c'est le reflet de la société, de la pensée de la société créole, l'évolution, je vais dire. Excusez-moi, l'évolution de la société. En tout cas, nous te remercions. Nous allons te retrouver donc pour la conclusion tout à l'heure. On n'a pas vu le temps passer, Valérie. Non, du tout. C'est vraiment très passionnant. Merci. Je rappelle que c'est le dernier roman donc de Valérie Rodney, Chiméan, mais elle a déjà écrit donc Les mystères occultes des îles, première partie, donc ça veut dire qu'elle travaille toujours, il y aura d'autres parties, n'est-ce pas? Il faut m'envoyer des témoignages. Voilà. Et puis elle a écrit donc 2 ouvrages, volume 1, volume 2, Parole pour Maquerelle, donc Parole pour Maquerelle, volume 1, Parole pour Maquerelle, volume 2. Je crois que les deux sont aussi sur Une voix, une histoire? Ou un seul? Un seul pour l'instant. D'accord, c'est le premier. Oui, le premier. D'accord. Donc je rappelle que les éditions Une voix, une histoire permettent de mettre notre littérature en voix. Nous allons donc nous retrouver tout à l'heure avant de passer à la séquence que vous connaissez déjà, les différentes rubriques, notamment quelques lectures à vous conseiller. Donc, quelques lectures à vous conseiller pour la fin de ce mois et le début du mois prochain, sans doute. Alors, tout d'abord aux éditions Negmaron. Un recueil poétique de monsieur Georges Gombeau-Saintonge qui s'intitule « Le soleil était là ». Les poèmes du recueil « Le soleil était là » sont datés de 1967, l'année terrible, celle de la tragédie sanglante en Guadeloupe. Pour recevoir ces textes, pour bien les comprendre, il convient de se remettre à la situation politique, économique et sociale de cette époque et avoir à l'esprit le climat de violence qui avait pu régner. Violence à la fois morale, psychologique, dans lequel a vécu donc l'auteur, mais ainsi que tous ceux qui ont vécu à cette époque, donc notamment les lycéens, les étudiants, les jeunes chômeurs, notamment ceux qui étaient en partance par le Bumidum. Donc je vous recommande vivement cet ouvrage parce qu'effectivement c'est comme une sorte de rétrospective de cette année qui a été quand même une année historiquement lourde pour la Guadeloupe. Aux éditions Nestor maintenant,
quelque chose qui s'adressera davantage aux enfants. C'est Kumba le petit Manicou, écrit par Marcelin Patricia. Kumba le petit Manicou rêveur, solitaire, ne manquera pas de te surprendre, surtout par son intrépidité. Va-t-il pouvoir visiter une autre île que celle de la Guadeloupe, l'île aux belles eaux, pour nouer de nouvelles amitiés ? Patricia Marcelin, toujours à travers les relations animales emblématiques, nous montre à quel point effectivement les animaux peuvent représenter un petit peu nos comportements et nous invite à plus de tolérance au-delà de nos différences. Aux éditions maintenant, Une voix, une histoire. Conte des Antilles, écrit par Nadine Corneli, et lu par Coram. Alors Nadine Corneli est une fervente défenseur du patrimoine caribéen. Donc à travers Contes des Antilles, elle nous invite à redécouvrir ou à découvrir nos traditions. Par exemple, connaissez-vous l'origine du Konkalambi pour le carnaval? Pourquoi Zandoli l'Anoni fuit dès qu'on s'approche de lui? Venez découvrir comment Lali a sauvé la fête des mers et vogué sur Pipri, traditionnel radeau de la pêche des Caraïbes. C'est tout pour cette rubrique de quelques lectures à vous conseiller. Nous allons maintenant passer à notre rubrique que vous aimez aussi, la rubrique La minute de la lectrice ou du lecteur. Je rappelle qu'à travers cette rubrique, vous nous envoyez une vidéo dans laquelle vous nous parlez d'un ouvrage qui vous a plu, avec peut-être une préférence pour nos ouvrages de la Caraïbe, parce que vous savez que l'émission Préface cherche à mettre en avant davantage nos auteurs, faire connaître davantage notre littérature, afin que vous puissiez découvrir qu'il y a tellement de gens en Guadeloupe, en Martinique, comme aujourd'hui avec notre invité, qui écrivent. Donc, envoyez votre vidéo à l'adresse mail suivante, lauretarer@gmail.com. Bonjour, je m'appelle Johanna et je vais vous présenter l'œuvre de Maryse Condé, Moi Tituba sorcière. Moi Tituba sorcière est une œuvre triptyque de Maryse Condé. Elle nous offre 3 volets de lecture pour ne citer que ceux que j'ai pu relever. Le premier est l'œuvre Madeleine, un portrait d'une femme noire immortalisée par Marie Guillem en 1800. Qui est exposé au Louvre. Le second est le procès des sorcières de Salem et l'évocation de Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne. Et enfin le dernier, l'insurrection des esclaves à la Barbade. L'histoire de Madeleine, que l'on voit en première de couverture du roman, partage d'étranges similarités avec le personnage central, Tituba. C'est un personnage, Madeleine, non conforme aux représentations de l'esclave, pas du tout dépeinte dans un état de servitude. Elle apparaît nourricière et dotée d'une grande profondeur. Madeleine du tableau est, dit-on, guadeloupéenne, affranchie, mais qui choisit de rester au service de ses anciens maîtres, tout comme Tituba. Maryse Condé nous fait voyager à la Barbade dans un contexte où règne l'esclavage. Et c'est là que naquit Tituba. C'est là que Tituba sera adoptée par Moyaya après la pendaison de sa mère Abena. Moyaya donc l'initie aux plantes et aux sorts, initiation qui lui vaudra d'être accusée à tort de sorcellerie pendant la chasse aux sorcières dans une Nouvelle-Angleterre très puritaine. Nous voilà donc au cœur de Scarlet Letter, la lettre écarlate, roman de Nathaniel Hawthorne, aux côtés d'Esther, accusée d'adultère. Les contours de la position de Tituba et sa fonction sont flous ou à définir par le lecteur. Elle a vraisemblablement un pouvoir à la fois factuel et mystique. Un passage évocateur, selon moi, de ce pouvoir est celui où elle dit aimer dormir avec son amant en serrant son phallus. C'est donc, à plus d'un titre, une maîtresse quand elle prend possession de son homme, mais aussi quand elle prend possession des ordonnances du foyer de ses anciens maîtres. Mais en même temps, soumise et volontaire à la soumission. Il y a d'entrée une incertitude sur son identité, esclave affranchie, sorcière ou guérisseuse, comme il y a une incertitude sur l'identité de Madeleine du tableau. La question identitaire plane dans ce roman et l'affranchissement vient sceller l'ambiguïté de son identité, qui en réalité se veut peu ordinaire et non finie, par opposition à ses camarades esclaves. On est, comme on meurt, esclave ou en tant qu'esclave. Elle impose donc, Tituba, le choix
de son identité, le choix de refuser la liberté par amour pour son compagnon, son amant, John Indien, de clamer son innocence ou pas quand elle est accusée à tort à Salem, le choix aussi de s'ostraciser quand elle revient dans son pays natal, la Barbade, et refuse de rejoindre l'insurrection des Marrons. Elle a pour elle la liberté de se soumettre ou de s'affranchir. Finalement, selon moi, le meilleur choix qu'elle se soit imposé a été celui de s'isoler. Moi, Tituba sorcière, une œuvre incontournable qui fait voyager, empruntant aux classiques et faits historiques que je vous recommande fortement. Alors j'espère que cette rubrique de la minute de la lectrice et du lecteur vous aura plu. Nous passons maintenant à une autre rubrique que vous attendez. Ce sont les conseils en écriture par Corinne Dossat. Donc retrouvez un nouvel épisode, de nouveaux conseils pour vous aider à améliorer l'ouvrage que je sais que vous avez déjà commencé à écrire, puisque je sais que beaucoup ont commencé à contacter Corinne pour avoir de plus amples informations. Donc je vous laisse écouter le conseil qu'elle a à vous donner. Chers aspirants auteurs et autrices, aujourd'hui capsule numéro 10 et je remercie ceux qui depuis le premier épisode suivent cette petite capsule conseil. Donc aujourd'hui, troisième capsule sur les personnages. Je vous ai déjà expliqué pourquoi l'importance des personnages dans un roman. Vous avez tous en tête un personnage d'un roman que vous avez aimé. Donc aujourd'hui, on va parler du protagoniste et de l'antagoniste. Si le protagoniste est le moteur de l'histoire, en réalité, l'antagoniste en est le frein. Parce que c'est par lui qu'apparaissent la plupart des sources de conflits. Lui ou eux d'ailleurs, hein, les antagonistes peuvent être à plusieurs. Ils se mettent en travers de la route du protagoniste et l'empêchent ainsi d'atteindre son but. Comme le protagoniste, en réalité, l'antagoniste n'a pas un chemin balisé devant lui. Il doit lutter lui aussi pour obtenir ce qu'il veut et c'est ça qui est la source du conflit. L'antagoniste dans une histoire n'est pas toujours personnalisé. Ça peut par exemple dans les films catastrophes être un ouragan ou un tremblement de terre. Il ne faut pas confondre l'antagoniste et le méchant, même si les deux sont souvent une seule et même personne. Le conflit est généré par le fait que l'antagoniste n'a pas le même but que le protagoniste, tout simplement. Lui, il poursuit sa propre histoire, il poursuit ses propres buts et parfois il n'est même pas antagoniste juste pour embêter l'autre. Il poursuit sa voie, son histoire à lui, qui est totalement différente de l'histoire du protagoniste. La différence entre les deux, elle n'est pas si grande. Le protagoniste est celui qui vit le plus le conflit, l'antagoniste est celui qui les crée, mais vis-à-vis de lui-même, il n'est pas un antagoniste. Donc, ce sont des personnages, on pourrait dire le bon, le méchant, mais je vous ai expliqué que ce n'est pas exactement la même chose. Ce sont des personnages qu'il faut vraiment travailler avec finesse, parce que de leur différence, de leur conflit, surgira l'émotion chez votre lecteur et surgira l'envie de tourner les pages et de connaître la fin de l'histoire. C'était notre troisième épisode sur les personnages. On va passer totalement à autre chose dans le prochain épisode. Je vous donne déjà le titre. Ce sera le diable qui sort de sa machine. Au prochain épisode. Après ces précieux conseils de Corinne Dossat pour améliorer donc le roman que vous êtes en train d'écrire, passons maintenant à la rubrique animée et présentée par Alix. Une page se tourne, silence ça tourne, dans laquelle vous découvrirez un nouveau roman adapté à l'écran. Bonjour Alix. Bonjour.
Aujourd'hui, afin de commencer ma rubrique, je vais devoir enfreindre la première règle du Fight Club, tu ne parles pas du Fight Club, mais aussi la deuxième règle du Fight Club, tu ne parles pas du Fight Club, car je vais vous parler de Fight Club. Fight Club est un roman de Chuck Palahniuk, publié en 1996. L'auteur est un romancier satirique américain et journaliste indépendant, né à Washington et diplômé de l'Université de l'Oregon. Son style d'écriture s'inscrit dans la mouvance minimaliste. Ses écrits utilisent un vocabulaire limité et des phrases courtes pour simuler la manière dont un individu moyen raconterait une histoire. Dans une interview, il dit qu'il préfère écrire avec des verbes plutôt que d'écrire avec des adjectifs. Les répétitions de certaines lignes dans ses récits sont l'un des aspects les plus courants de son style d'écriture et se trouvent dispersés dans la plupart des chapitres de ses romans. Sur le plus haut building du monde, 2 hommes exploseront dans 10 minutes. Tyler Durden est le narrateur. Flashback. Un jeune cadre compte ses errances d'avion en avion, sa vie passée à ausculter des carcasses de voitures pour le compte d'un constructeur automobile. Bien qu'en bonne santé, l'homme participe à divers groupes thérapeutiques, s'y repaît du malheur des autres et y retrouve le sommeil, jusqu'à sa rencontre avec Marla, une sadomasochiste qui pratique la même imposture. Plus bouleversante encore sera sa confrontation avec Tyler Durden, l'inventeur des Fight Club, ces lieux où de jeunes Américains bien nés se battent à main nue jusqu'à l'épuisement. Peut-être pour donner un sens à leur vie, peut-être parce que dans ce chaos consumériste qui sert de monde, la douleur est la vérité, l'unique vérité. Nous sommes des enfants de l'histoire, entraînés et cadets, élevés par la télévision dans la conviction qu'un jour nous serons millionnaires, vedettes de cinéma, stars du rock, mais cela ne se fera pas et nous sommes simplement en train d'apprendre ce petit fait, dit Tyler. Alors ne déconnez pas avec nous. Le roman critique la société de consommation, la mondialisation, les contradictions sexuelles, idéologiques et physiques. Le roman dénonce aussi l'aliénation des hommes dans une société américaine des années 90, contraint de suivre les ordres d'un petit patron, perdant toute possibilité de réflexion personnelle et d'initiative. Celles-ci sont simplement flagrantes que la seule solution pour les surmonter est de vivre un trouble dissociatif de l'identité, dans laquelle l'individu joue le rôle de 2 personnalités afin d'atteindre certain équilibre psychologique. Après le lycée, raconte Chuck Palahniuk, je suis allée à l'université où j'ai décroché un diplôme de journalisme. J'adorais être journaliste, interviewer les personnes, découvrir, organiser, présenter les faits, comme un espion si on veut. Malheureusement, à la sortie de l'université, les seuls boulots qu'on me proposait étaient payés moins de 5 $ de l'heure. J'ai donc décidé de laisser tomber et je me suis trouvé un job de mécanicien automobile. Ma vie n'avait alors aucun intérêt. C'était toujours la même chose. Je travaillais les mains dans le cambouis, je buvais beaucoup, je me battais pas mal. Totalement abrutissant. C'est là que j'ai commencé à écrire Fight Club. Tous ces carnets sont chez moi, ils sont gras et crasseux. Les premières pages sont toutes recouvertes de notes techniques sur les voitures sur lesquelles je bossais. Je devais me cacher. Mais si vous tournez quelques pages, vous tombez sur la première version manuscrite de Fight Club. Le roman de Fight Club de Chuck Palahniuk est publié en 1996. Avant sa publication, Raymond Bongiovanni, employé de la 20th Century Fox, découvre le roman et envoie une version préliminaire au responsable exécutif Kevin McCormick. Après de nombreuses tentatives infructueuses d'intéresser des producteurs Joshua Donen et Ross Grayson Bell, y voient du potentiel et expriment leur intérêt pour une adaptation et achètent les droits du roman à Chuck Palahniuk pour $10 000. Bell contacte 4 réalisateurs pour diriger l'adaptation. Peter Jackson est leur premier choix, mais celui-ci est en train de réaliser Fantôme contre Fantôme en Nouvelle-Zélande. Le studio envoie un exemplaire du roman à Bryan Singer, qui ne le lit pas. Danny Boyle rencontre Bell et lit le livre, mais est déjà sur un autre projet. David Fincher, qui a lu le roman et a essayé lui-même d'en acheter les droits, est contacté par Zinke. Il hésite à accepter le contrat que lui propose la 20th Century Fox à la suite de la mauvaise expérience qu'il a eue en réalisant Alien 3 pour le même studio. Afin de repartir sur de bonnes bases, il rencontre d'abord le producteur pour une discussion et en août 1997, le studio annonce que Fincher dirigera l'adaptation de Fight Club.
Enthousiasmé par le projet, le réalisateur collabore étroitement avec le scénariste Jim Hulsh pour l'écriture du scénario et voit le film comme une métaphore du conflit existant entre une partie des adultes de la génération X et les valeurs véhiculées par la société de consommation. Il délivre un message volontairement ambigu, laissant au spectateur le soin de l'interpréter. Il inclut également des éléments présents dans le roman pour provoquer un sentiment de malaise chez le spectateur et détourner son attention du retournement final dont bénéficie le film. Palahniuk fait l'éloge de la fidélité entre l'adaptation à son roman et approuve l'organisation du scénario du film par rapport à celle de son livre. En janvier 1998, 20th Century Fox annonce que Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter sont engagés dans le film. Et cela ne fut pas simple. Pour le rôle de Tyler Durden, les studios et le réalisateur hésitent entre Brad Pitt et Russell Crowe. Et pour le narrateur, ils pensent d'abord à Matt Damon, puis Sean Penn. Et enfin, pour le rôle de Marla Singer, après les refus de Janan Garofalo, Courtney Love, Winona Ryder et Reese Witherspoon, le rôle est enfin pourvu. Les deux acteurs principaux se préparent en prenant des leçons de boxe, de taekwondo, de lutte et de fabrication de savon. Produit pour un budget très confortable de 63 millions de dollars, dont 17 millions pour Brad Pitt, Fight Club offre à David Fincher l'occasion de réaliser le film qu'il souhaitait. À titre de comparaison, le budget était de 30 millions pour Seven et de 50 millions pour The Game. Pouvant s'en donner à cœur joie sur les effets spéciaux qui brillent dès le générique d'ouverture situé à l'intérieur du cerveau déjanté du narrateur et les effets de mise en scène, le cinéaste signait là un objet unique, une sorte de blockbuster aux airs grinçants et à l'esprit macabre. Mais ce projet si inclassable s'est heurté à un département marketing étroit d'esprit qui a refusé de vendre le film comme l'entendait le cinéaste, qui avait notamment imaginé 2 spots sous forme de messages d'utilité publique. Fight Club a ainsi subi un demi-échec aux États-Unis, sur lequel David Fincher est revenu dans le magazine Première de septembre 2014. Le tournage s'était très bien passé. J'avais le soutien indéfectible des producteurs Laura Zinke et Bill Mechanic. C'est quand le film a été vu par le département marketing que l'ambiance s'est mise à changer. Ils ont commencé à s'arracher les cheveux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est totalement homo-érotique. Les hommes ne veulent pas voir Brad Pitt torse nu. Les femmes veulent le voir torse nu. Ok, mais pas la gueule ensanglantée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Comment avait-on pu en arriver là? J'avais eu le feu vert, j'avais été honnête sur mes intentions, je n'avais pas essayé de jouer un double jeu. Et les petits génies du marketing, des gens d'un orgueil démesuré, n'ont pas su vendre le film. Ils ont conçu des publicités destinées aux amateurs de catch. Effectivement, le film peine à trouver son public et doit essuyer quelques critiques cinglantes, critiques de cinéma à l'instar d'Olivier Père des Incorruptibles, qui estime que le film ne va pas manquer de susciter les réactions offusquées et compréhensibles en raison de son idéologie douteuse et ajoute « Rien de surprenant dans le parcours d'un cinéaste plus antipathique à chaque nouveau film. Après avoir vendu du coca, des Nike, Fincher prend son pied à vendre de la violence et du cynisme dans un emballage visuel identique. Oups. En revanche, l'auteur d'American Psycho, Bret Easton Ellis, a lui vanté les mérites du film. Fight Club s'insurge contre l'hypocrisie d'une société qui nous promet sans cesse l'impossible, la gloire, la beauté, la richesse, l'immortalité et l'absence de douleur. Fight Club est l'un des films les plus controversés des années 90, comme plusieurs autres films sortis à la même année, Magnolia, Dans la peau de John Malkovich ou Les Rois du désert. Il est considéré comme novateur dans son style, exploitant les nouveaux développements de la technique cinématographique. Après sa distribution en salle, il est devenu populaire via le bouche à oreille et les ventes du DVD l'ont établi comme un film culte. Ce succès a également profité à Chuck Palahniuk, qui a d'ailleurs acquis une renommée depuis ce film. Ma rubrique se termine. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, nous remercions Alix pour cette rubrique toujours très palpitante et très intéressante. Et on se tourne de nouveau vers toi, Valérie. Avant la conclusion, j'avais quand même une dernière petite question. Alors, ce roman, tu l'as un petit peu dit, mais j'aimerais quand même qu'on développe là-dessus, me semble aussi une critique sociétale. Est-ce que tu veux dénoncer le fait que la part africaine
soit rejetée, voire bannie, au motif qu'elle serait peut-être lugubre ou peut-être qu'elle nous ferait, comme on dit, rester en arrière ou qu'elle ne nous ferait pas évoluer. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi cette critique sociétale? Oui, c'est une critique, bien évidemment. Je voulais critiquer le fait que notre part africaine est en bas-feuille, qu'elle n'est pas assumée, même si on est fier d'être descendant d'Africains mis en esclavage, qu'on est fier d'être noir, mais il y a ce côté où on se dit... Voilà, le vaudou, ça fait peur, les esprits, ça fait peur, alors que ça faisait partie du quotidien d'avant. Donc, je veux le remettre en avant, il faut absolument le protéger par rapport à l'avancée du christianisme. Je n'ai rien contre le christianisme, mais je trouve qu'il bride trop ce côté-là et que c'est dommage parce que ça fait partie de notre identité caribéenne et qu'il faut en être fier. Écoute Valérie, nous avons été très très heureux de te recevoir. Merci, j'espère, téléspectatrices, téléspectateurs, internautes, auditrices et auditeurs, que vous aurez trouvé ce moment passionnant à travers effectivement l'univers du magico-religieux. Je rappelle effectivement que le roman de Valérie Rodney s'intitule Chiméan. Est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ce roman, s'il te plaît? Dans toutes les librairies, c'est aussi disponible sur les plateformes et surtout en audiobook sur Une voix, une histoire. Exactement, donc il est déjà en audiobook. Alors en fait, vous avez fait les choses de manière concomitante. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, donc effectivement, il est déjà sur la plateforme des éditions Une voix, une histoire. Je vous invite donc, pour ceux qui aiment la version papier, eh bien dans toutes les librairies. Sinon, vous allez sur le site, donc Une voix, une histoire, et vous pouvez effectivement télécharger cet audiobook. Valérie, nous te remercions. Merci. Nous te disons à très bientôt. Avec plaisir. Et j'ai hâte de vous retrouver, téléspectateurs, internautes, auditrices et auditeurs. À très bientôt.